Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Moisan. On se retrouve donc ce soir pour le 4e épisode de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement et les experts dans votre salon. Donc le but de cette série, c'est vraiment de penser, imaginer, mais surtout anticiper ce que sera le monde après le coronavirus. Vendredi soir, on a pu parler avec Jean-Marc Jancovici sur la question des politiques énergétiques. On a eu un échange très intéressant et je sais que ça a beaucoup plu à nos participants. Aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique qui va rester la même, les politiques énergétiques, mais cette fois-ci avec Monsieur Moisan, donc, qui a travaillé à peu près toute sa carrière à l'ADEME. L'ADEME, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Agence de la transition écologique. On a eu une petite refonte de l'organisation. Donc, vous êtes un peu, en quelque sorte, un expert des questions énergétiques. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette série et de nous apporter votre compréhension du sujet et de la situation que l'on vit actuellement. Au niveau du fonctionnement, comme à chaque fois, on va avoir 45 minutes sur la base des questions que j'ai pu préparer et communiquer à Monsieur Moisan. Et ensuite, on aura 30 minutes où vous pourrez vous poser des questions avec l'onglet Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran. Vous pouvez également voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Et puis en attendant, je vais laisser la parole à Monsieur Moisan qui va se présenter. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux. Bonsoir d'abord à tous les participants que je ne vois pas. Mais voilà, donc je me présente, vous m'avez déjà présenté. Effectivement, j'ai travaillé toute ma carrière à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'étais notamment directeur exécutif en charge de la recherche, puisque l'ADEME soutient des activités de recherche, des laboratoires publics, mais aussi des entreprises, et surtout des entreprises. De la prospective, on réalise des travaux de prospective sur les long termes, notamment les horizons 2050, la neutralité carbone. Et donc, dans le soutien à la recherche et à l'innovation, j'ai eu à gérer un programme d'investissement d'avenir qui visait à aider ces entreprises à investir sur la R&D, sur les technologies dites bas carbone, et puis responsable de l'international aussi également. Puis maintenant, j'ai quitté l'ADEME donc à l'automne dernier et je travaille maintenant avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, sur un projet européen qui concerne le développement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique en matière de recherche et d'innovation sur les énergies renouvelables. Donc, c'est un programme qui va être déposé dans quelques jours à la Commission européenne et qui devrait durer 5 ans. Voilà, c'est mon travail actuel. Voilà, donc merci. Puis je vais écouter vos questions et essayer d'y répondre. Très bien, je vous remercie. Donc, on va partir d'une question un peu générale sur le contexte actuel, sur la situation, notamment en termes d'énergie. On l'a vu, aujourd'hui, il y a eu un décalage de la COP26. Est-ce que vous pensez que ça va compliquer la coopération entre les États d'un point de vue environnemental et énergétique? Alors, bon, effectivement, le contexte d'un confinement qui n'est pas que réservé à la France, malheureusement, mais qui est international, n'est pas propice à des réunions du type COP, des conférences de parties, comme on dit. J'ai pu moi-même participer à la majorité des COP depuis le début, et depuis Kyoto notamment. Ce sont des rassemblements de plusieurs milliers de personnes, et on ne voit pas très bien comment ces COP pourraient se tenir dans la situation actuelle. Même si la prochaine COP était programmée pour l'automne, on pense que les conditions ne seront pas réunies pour tenir une COP. Donc c'est effectivement certainement dommageable parce que les COP sont un lieu d'échange et de négociation. Pour autant, je dirais que depuis l'accord de Paris, malheureusement, les COP n'ont pas été des succès très flagrants. Le retrait des États-Unis, la position de pays comme le Brésil, la Russie, l'Australie, ont montré que c'était très, très difficile d'avancer dans le cadre du multilatéralisme. Et on voit bien que beaucoup de dirigeants de certains pays ne sont pas favorables à ce multilatéralisme. Pour autant, je pense que la crise actuelle va faire émerger le besoin de coopération entre les différents pays. Coopération certainement au niveau sanitaire, même si actuellement il y a des critiques sur l'Organisation mondiale de la santé, on voit bien que les pays vont avoir besoin de coopération internationale. La coopération, ça ne veut pas dire du multilatéralisme pour autant. Et effectivement, c'est vrai que les Nations Unies est le lieu le plus pertinent pour discuter des sujets globaux. Pour autant, on voit bien qu'actuellement, le G7 et le G20 se sont prononcés, alors beaucoup plus en matière de coordination de politique économique, mais on peut espérer que dans le futur, que
le climat, la santé et le climat feront partie de ces coopérations internationales. En tout cas, je l'espère. Et c'est vrai qu'à court terme, la situation actuelle n'est pas propice à cette négociation internationale des suites de l'accord de Paris. Au niveau de l'Europe, on a pu le voir, il y a des contradictions un peu sur la marche à suivre en quelque sorte pour l'après. On a des pays comme les Pays-Bas qui refusent en quelque sorte d'aider économiquement les autres pays en situation assez inconfortable, alors que la France, elle, pousse plutôt pour aider ces pays à s'en sortir, voilà, et faire des prêts, faire des Corona bonds, faire voilà, tout ce qui est en leur pouvoir pour les aider. Il y a un peu cette contradiction entre deux visions du monde en quelque sorte. Ou Oui, chacun pour soi, alors que l'Union européenne, elle s'est aussi fondée sur ça. C'est une volonté de travailler ensemble pour voilà, un but qui est commun. Donc c'est assez oui, contradictoire. tout à fait. Et on avait, alors, on voit des différentes scissions, je dirais, au sein de l'Europe, puisqu'il y en avait d'ores et déjà au niveau du climat, entre des pays qui étaient, pour ne pas aller trop vite, je dirais, sur la décarbonisation de nos économies. Bon, c'est vrai que la Pologne est un pays très charbonnier qui n'a pas été très moteur en termes de politique climat. Et là, on voit une nouvelle scission qui se fait entre les pays, disons, qu'on pourrait appeler les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe pour les politiques économiques et pour cette solidarité économique. Mais elle existait déjà par rapport aux aspects climat entre effectivement l'Allemagne qui ne juge pas nécessaire effectivement de mutualiser les dettes et de mutualiser aussi les investissements qui peuvent être faits pour le climat et des pays plus du Sud qui, eux, effectivement, considèrent que ce serait logique que ce soit l'Europe qui prenne quelque part une garantie, tout au moins, ou qui puisse investir pour l'ensemble de l'Europe. Alors pour continuer un peu sur notre modèle et la façon d'organiser notre économie, d'après les annonces de l'État, on le sait, pendant un temps limité, à court, moyen terme, on a notre libéralisme qui va être remis en question. Est-ce que vous pensez que l'État va réinvestir concrètement l'appareil productif? Alors, dans votre question, est-ce qu'il va réinvestir? Il est d'ores et déjà de facto en train de réinvestir. La politique qu'on pourrait quand même effectivement qualifier de libérale ou de néolibérale qui avait lieu depuis au moins deux décennies dans le monde et surtout en Europe, hein, est mise à mal. On voit bien que d'ores et déjà, les États, et pas que la France, prennent des dispositions pour aider leurs entreprises. Je voudrais souligner que tout ce qui se fait pour notamment aider et bientôt recapitaliser ces entreprises, c'est une infraction au marché intérieur et aux règles du marché intérieur et à la concurrence. Quand je travaillais à l'ADEME, comme je vous le disais, on aidait les entreprises en matière de recherche et d'innovation, par exemple. Et on était toujours confronté, ce qui est, je dirais, logique et normal d'un certain point de vue, mais on était toujours confronté à est-ce qu'on a le droit d'aider telle entreprise à mettre au point telle nouvelle technologie? Théoriquement, on peut le faire, mais sous certaines conditions et toujours sous le regard, le contrôle de la direction de la concurrence de Bruxelles. Donc, on était dans un monde où effectivement l'intervention de l'État auprès des entreprises, en Europe en tout cas, était très très limitée. Ce qui est logique, encore une fois, par rapport aux règles de la concurrence. Là, on voit que tout ça, tout comme les critères dits de Maastricht, tout ça est en train de s'écrouler, ou tout au moins n'est plus à l'ordre du jour. Donc, les États interviennent et vont intervenir. On voit bien que par rapport à des compagnies comme Air France, dans leur situation économique, ou les constructeurs automobiles, ou même beaucoup d'autres secteurs, les États vont être conduits à avoir une intervention qui va à l'encontre de la doctrine libérale. Donc ça, c'est quelque chose qui est certain et clair. On a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer, sur la sortie de la crise, mais ça, ce qui est clair, c'est que ce ne sera plus jamais comme avant. Il y aura forcément une intervention de l'État. Alors, il y en avait déjà, hein, quand même, l'État prenait des participations dans les secteurs stratégiques, l'État pouvait investir. Quand j'étais à l'ADEME, on a pu prendre des participations en tant qu'agence publique dans des entreprises. Mais il faut bien voir que ces prises de participation devaient se faire dans une logique d'un investisseur privé, c'est-à-dire avec les mêmes précautions, les mêmes demandes de rentabilité de notre investissement que si on avait été un opérateur privé. On voit bien que l'opérateur privé ne peut pas, aucun opérateur privé ne va recapitaliser Air France, aucun opérateur privé ne va venir au secours des entreprises. Donc, tout cela va changer. Alors, quel va être le niveau régime? Je dirais quels vont être. Tout ça est effectivement encore très incertain. Ça va dépendre
aussi de la vitesse à laquelle l'économie va pouvoir se reconstituer, dans quelle mesure les ménages vont recommencer à pouvoir consommer, puisque actuellement, c'est même qu'ils n'ont pas la possibilité de consommer. Et derrière ça, si on regarde effectivement la problématique de la transition énergétique et écologique, c'est quelle sera cette nouvelle demande, quelle sera cette nouvelle croissance? Est-ce qu'elle va se faire de la même façon qu'elle s'est faite par le passé? Je pense que non. Mais pour autant, est-ce qu'elle va se faire sur beaucoup plus de ce qu'on appelle des biens communs, beaucoup plus d'activités, de services qui vont dans le sens de la transition écologique et énergétique? Tout ça n'est pas écrit à l'heure actuelle. Vous avez parlé également de l'État qui doit à nouveau investir dans des secteurs un peu stratégiques. Il a été beaucoup critiqué justement pour avoir délaissé notamment le secteur Oui. de la santé. Aujourd'hui, est-ce que le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables notamment, est-ce qu'il doit devenir stratégique pour l'État? Alors, je pense que l'État intervenait déjà dans le secteur énergétique. Un exemple qu'on connaît bien en France est celui du nucléaire. Le nucléaire n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une intervention de l'État. Et notamment dans les dernières années, le nucléaire est une énergie qui a besoin de très lourds investissements. Le privé n'est pas à même de prendre en charge tout seul ces investissements. Donc, c'était déjà un secteur dit stratégique. Pour autant, c'est vrai que dans le futur, l'État pourra intervenir de différentes façons, soit en étant au capital directement de grandes entreprises, comme il l'est au capital d'EDF par exemple, mais il peut aussi, puisque là il va s'agir d'investissements beaucoup plus larges que quelques entreprises dites stratégiques, il va s'agir du secteur entier. Donc on peut imaginer que l'État interviennent, non pas en investisseur direct, mais par exemple en apportant des garanties à des investisseurs privés sur des secteurs qu'ils jugent essentiels. Sur le domaine des énergies renouvelables, effectivement, on peut penser, il y a quelques années, on se demandait est-ce que l'État ou des États européens ne pourraient-ils pas investir pour créer des entreprises capables de fabriquer des cellules photovoltaïques qu'on importe de Chine actuellement? Cette option n'était pas viable, n'était pas possible dans le contexte précédent pour les raisons que j'ai évoquées de la libre concurrence et des règles que se fixait l'Europe sur le marché intérieur. Donc on pourrait imaginer maintenant qu'un État ou deux États, que la France et l'Allemagne par exemple, se disent eh bien nous allons créer une entreprise susceptible de concurrencer les panneaux et les cellules photovoltaïques qui viennent de Chine. Même si effectivement c'est un investissement très important, ce serait tout à fait à la portée des États tels que la France et l'Allemagne. D'accord. Et à l'échelle européenne, est-ce qu'on peut peut-être entrevoir une coopération un peu plus profonde sur l'énergie? L'énergie a été toujours un domaine dans lequel on a eu une coopération sur la libéralisation des marchés, établir de la concurrence, ce qu'on appelait l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence, de l'électricité, du gaz. Pour autant, on voit bien que depuis plus de 20 ans, depuis 30 ans, chaque État membre européen est resté maître de ses choix énergétiques, donc, notamment la France avec le nucléaire, l'Allemagne avec le charbon et les renouvelables. Donc, on voit que c'était très, très difficile d'avoir une coopération compte tenu des spécificités de chaque pays et des choix qu'ont fait les pays par rapport à la sortie, par exemple l'Allemagne, la sortie du nucléaire ou d'autres pays européens, alors que la France a toujours voulu le préserver. Donc on voit que ce sera toujours quand même difficile. Pour autant, je ne pense pas qu'on va reculer. Je pense qu'au contraire, on peut avoir maintenant aussi une coopération que j'évoquais sur ces énergies renouvelables. Tous les pays européens souhaitent effectivement augmenter la part du renouvelable dans leur mix énergétique. Donc là-dessus, pourquoi pas? Et ce sera peut-être plus facile. Vous savez, on a parlé à un moment de l'Airbus de l'énergie. On n'y est pas arrivé dans l'avant-crise. On n'y est pas arrivé. Est-ce qu'on pourra y arriver après la crise? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Je pense que ça reste encore ouvert. Pour continuer sur cette question d'énergie renouvelable, on l'a vu récemment, il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de chocs sur le marché du pétrole notamment et du gaz, une sorte de guerre en quelque sorte entre la Russie et l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables vont être un levier majeur justement pour nous protéger de ces perturbations?
C'est vrai que ce qui s'est passé sur le pétrole, alors il faut bien voir quand même que sur le pétrole, la guerre des prix qu'il y a eu, qui était liée à une guerre des quantités, ce qui s'est passé sur le pétrole, en fait, vient d'avant la crise. La crise a conduit à un effondrement de la demande de pétrole, mais d'ores et déjà, il y avait beaucoup de production de pétrole par rapport à la demande. La demande mondiale était en croissance, mais pas aussi forte, et on a eu un nouvel entrant sur le marché, que sont les États-Unis avec le pétrole de schiste. Les États-Unis, qui étaient un très gros importateur de pétrole, est devenu un producteur et un exportateur. Il a donc déséquilibré l'offre qui était concentrée avant dans ce qu'on appelait les pays de l'OPEP et de la Russie. Et donc, on se trouve devant un déséquilibre. Et là, la crise a créé une si forte baisse de la demande qu'effectivement, on a une baisse des prix. Pour les énergies renouvelables, en fait, le pétrole est peu en concurrence avec les énergies renouvelables. Le pétrole est pour l'essentiel maintenant un usage de carburant ou pour la pétrochimie, et sur les biocarburants, ce qu'on appelle les agrocarburants, en fait, là, on a des politiques qui sont plus d'obligation d'incorporation. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne obligent les distributeurs de carburant à incorporer des agrocarburants. Donc, il n'y a pas de bataille de prix. Mais il est vrai que les énergies renouvelables, et je pense par rapport à l'évolution des prix du gaz, par exemple, sont une stabilité. Mais il faut bien voir qu'actuellement, le risque, ce n'est pas tellement l'envolée des prix du pétrole, ils sont tellement bas, ou l'envolée des prix du gaz. Le risque, c'est effectivement au contraire que ces énergies carbonées soient à un prix trop faible, parce qu'il y a une demande trop faible, et que les énergies renouvelables aient du mal à trouver leur place dans le mix énergétique. Donc là, effectivement, c'est un choix stratégique beaucoup plus qu'économique. Il est vrai, néanmoins, que les énergies renouvelables, c'est une garantie de prix. Il faut bien voir quand même que les énergies comme le photovoltaïque, leur coût, le prix des cellules et des modules photovoltaïques a été divisé par 10 en 10 ans. On a eu une baisse extraordinaire. Et maintenant, on arrive avec des énergies qui commencent à devenir très compétitives, mais là, plus par rapport à l'électricité. Lorsque l'on a échangé pour préparer ce projet, vous avez mentionné quelque chose qui m'a assez marqué. Vous m'avez dit qu'au final, on se retrouve dans une situation où on est un peu mis dans une situation 10 ans après pour les énergies renouvelables au niveau de leur présence dans le mix énergétique actuel, vu qu'on a eu une baisse du pétrole, une baisse de la consommation. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Vous voulez dire une baisse en 10 ans? Concrètement, on s'est retrouvé un peu à la situation énergétique où on sera dans 10 ans au niveau des énergies renouvelables. Ah oui, on s'est retrouvé parce que en fait, les énergies renouvelables ont cru dans le mix énergétique. Alors en France, encore relativement peu. Dans beaucoup de pays, elles ont cru. Et on voit bien qu'actuellement, les énergies renouvelables peuvent trouver une place beaucoup plus importante dans ce mix énergétique. Et je pense qu'elles vont le trouver parce que par rapport, alors j'évoquais tout à l'heure le nucléaire, les énergies renouvelables ne nécessitent pas des prises de risques aussi importantes et des délais d'investissement aussi importants que des énergies très décentralisées. Leur côté décentralisé, le niveau des investissements qui peuvent être rentabilisés plus rapidement fait que de nombreux investisseurs vont miser de plus en plus sur les énergies renouvelables. Et on le voit bien effectivement dans les décisions aussi des grands groupes qui investissent sur ces énergies. Alors récemment, j'ai pu voir dans les nouvelles que Total avait été challengé en quelque sorte par ses actionnaires, à savoir qu'il y a eu un appel lancé par 11 de ses actionnaires pour se mettre en accord avec l'accord de Paris, justement. Est-ce que vous pensez que ça marque le début de la fin pour cette industrie? Alors, je trouve ça très, très intéressant, effectivement. Il faut bien voir que, de mon point de vue, il n'y a pas de lien direct entre cette démarche d'investisseurs très minoritaires de Total. C'est quand même pas la grande majorité des investisseurs de Total qui ont écrit cette motion demandant à Total de changer sa stratégie, en gros. Mais ça vient bien effectivement d'une réflexion qui se fait de plus en plus forte auprès des investisseurs de où mets-je mes moyens, où je mets mon argent et est-ce qu'il va être rentabilisé ou est-ce que je prends un risque trop fort, un risque financier. Et on voit que dans les années récentes, mais depuis relativement récemment, depuis 5-6 ans, depuis l'accord de Paris, il y a une démarche effectivement du monde de la finance pour prendre en compte ce
qu'on peut appeler ce risque climatique. Alors non pas du point de vue que le climat va changer et que ça va avoir un impact, qu'il va y avoir, ça existe aussi, hein, ça peut avoir que le climat changeant, ça va avoir un impact sur l'activité de certaines entreprises. Mais par le fait même que les investisseurs considèrent qu'ils ne peuvent plus, tout au moins les grands investisseurs, ils ne peuvent plus prendre de risques d'investir dans des entreprises dont la trajectoire, la stratégie n'est pas cohérente avec un objectif que s'est fixé la planète ou l'ensemble des pays de la planète. Et on voit bien que cette réflexion, ce n'est pas une réflexion écologiste au départ, c'est une réflexion simplement d'investisseurs de dire si moi, et ça c'est vrai pour les fonds de pension notamment, les fonds de pension se disent j'ai de l'argent de mes actionnaires qui sont effectivement des cotisants ou des actionnaires individuels qui investissent dans BlackRock ou d'autres grandes entreprises ou dans grands fonds et qui se disent on peut me reprocher, et quand je dis me reprocher, ce n'est pas moralement, c'est devant les tribunaux, juridiquement, je suis comptable d'avoir fait les bons choix en termes d'investissement. Et on voit bien que, alors ça s'est déjà passé sur les entreprises charbonnières, dont beaucoup ont fait faillite parce que les fonds d'investissement ont retiré leur participation dans ces entreprises. Et on voit qu'après le charbon, ça va être le pétrole, et que des entreprises comme Total, comme les grands pétroliers, sont soumis à la règle de leurs investisseurs et donc vont être obligés de prendre en compte cette évolution. Alors, c'est évidemment pas facile pour une entreprise comme Total de dire, voilà, je vais arrêter. Pour autant, Total a déjà fait des investissements dans les énergies renouvelables. Ils ont investi fortement, mais c'est encore faible par rapport à leur taille. Ils ont investi sur le photovoltaïque, ils ont investi sur le stockage en achetant la société Saft, par exemple. Ils commencent, mais évidemment que ce n'est pas à la vitesse à laquelle il faudrait que ça se fasse. Et cette problématique avait conduit, quand j'étais à l'ADEME, on avait développé un projet qui est encore en cours de développement qui s'appelle ACT, Assessing Low Carbon Transition, avec le CDP, qui est le Carbon Disclosure Project, qui travaille avec les Nations Unies et la Convention climat, qui vise à établir une notation des entreprises, secteur par secteur, parce qu'évidemment, ça doit être, la méthode doit être adaptée à chacun des secteurs, et de dire est-ce que cette entreprise est sur une trajectoire de degrés, est-ce que cette entreprise est en train de prendre les décisions pour aller vers un monde où effectivement la température n'augmentera pas de plus de 2 degrés. Donc, on a développé une méthode qui est maintenant en train de se développer un peu partout dans le monde. On est en train de travailler sur le secteur oil and gas, donc le pétrole notamment, afin de voir comment est-ce qu'on peut juger. Et ça, c'est un certain nombre de paramètres qu'on demande à l'entreprise. Pour l'instant, c'est une démarche volontaire. Est-ce que vous nous donnez ces informations? Dans ces informations, c'est quels sont vos investissements actuels, quels sont les investissements que vous prévoyez d'ici 2030 pour infléchir votre trajectoire. Et on voit bien, alors au début, c'est effectivement quelque chose de volontaire, donc s'y sont prêtés déjà pas mal d'entreprises, hein. Beaucoup de constructeurs automobiles sont venus, beaucoup de producteurs d'électricité sont venus et ont été évalués. Mais on voit bien que ce qui se passe maintenant, c'est que les investisseurs, et là on retombe sur le cas de ce qui se passe chez Total, les investisseurs de fonds de pension, et par exemple en France, l'IRCANTEC, le fonds de pension, les RAF, le fonds de pension complémentaire des fonctionnaires, la BPI, ont décidé d'utiliser cette méthode pour analyser leur portefeuille d'investissement et voir quels risques financiers elles prenaient en investissant peut-être trop dans le secteur qu'on appelle marron du carbone, plutôt que le secteur dit vert. Mais dans l'économie globale, toutes les entreprises seraient notées et il est évident que même une entreprise comme Total, elle peut faire plus ou moins bien vis-à-vis du climat. Je pense que ça a encore plus de sens lorsque l'on sait qu'il y a une étude qui a été publiée sur le retour sur investissement des entreprises. Et il y a eu une corrélation qui a été montrée entre engagement environnemental et social et justement cette performance de l'entreprise. Et on voit qu'il y a une corrélation qui est assez positive. Donc, ça va peut-être motiver justement les actionnaires à demander à ce qu'il y ait plus d'engagement de la part des entreprises. Donc, je pense que ça fait un assez bon parallèle entre ces deux objectifs et ces deux mesures. Tout à fait. Alors, le sujet de fond, par exemple, cette méthode et ces indicateurs de cette méthode ACT, c'est qu'ils soient utilisés
par les grandes agences de notation financière, elles, comme Moody's ou les autres, de façon à ce que, parallèlement à des indicateurs strictement financiers et souvent de court terme, il y ait aussi cette vision et ces indicateurs ISR, investissement socialement responsable, comme vous l'évoquez. Alors cette fois-ci, on va partir sur un sujet qui passionne beaucoup ma génération, la Convention citoyenne pour le climat. Oui. Aujourd'hui, associée également à une association d'élus, il y a des mesures qui ont été proposées, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, mais elles restent assez générales et elles ne nous donnent pas vraiment de directives sur ce qu'il faut faire. Est-ce que vous auriez des mesures à proposer, des choses qu'il faudrait faire en priorité, par exemple? Alors, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est la priorité de la transition énergétique dans un pays comme la France. Dans un pays en développement, ce ne serait peut-être pas des bâtiments, mais en France, les bâtiments sont encore le lieu où on consomme beaucoup d'énergie, ou qui sont responsables des émissions de CO2 de façon très importante, plus d'un tiers des émissions de la France. Donc, c'est un sujet important. Et il est important aussi parce qu'il y a des solutions. Le parc de logements existant en France est très, très ancien, pour une grande partie. Une très faible partie a été rénovée depuis qu'il existe des normes. On voit bien que quand on construit un bâtiment neuf, on met en place une réglementation thermique, ça s'appelle RT 2012, par exemple, réglementation thermique 2012. Tous les logements qui ont été mis en chantier à partir de cette date sont soumis à des normes très importantes, très efficaces. Pour autant, on ne peut pas, à un instant donné, dire tous les bâtiments existants vont être à ces normes dans 2, 3 ans. Donc, le sujet est comment on rénove le parc ancien de logements, le parc ancien, c'est plus de 25 millions de logements qu'il faut rénover. Il faut les rénover assez vite pour qu'on puisse tenir l'objectif des 2 degrés et que les émissions de CO2 n'augmentent pas trop. Par rapport à ça, effectivement, on a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes techniques, mais les solutions, on les a. Il y a des problèmes qui sont liés à la formation dans le bâtiment. C'est un secteur dans lequel l'efficacité économique a peu progressé. Donc, il y a un problème de formation des professionnels du bâtiment. Et puis, il y a surtout un problème de financement. C'est-à-dire, on voit bien que faire des travaux de réhabilitation, ça va diminuer la facture énergétique des ménages. Donc, a priori, c'est intéressant. Ce n'est pas des travaux seulement pour embellir son logement, c'est des travaux qui vont se matérialiser par une baisse de la facture. Pour autant, cette baisse de la facture, elle ne va pas permettre de rentabiliser l'investissement en 2 ans, 3 ans, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 15 ans. Et là, on va se trouver face à la capacité d'endettement des ménages, avec le fait qu'on a quand même dans le parc de logement beaucoup d'occupants. Alors, certains sont propriétaires, ils n'ont pas forcément les ressources pour investir. D'autres sont locataires et on ne voit pas comment ils investiraient. Donc, on voit bien que là, on a besoin d'une politique publique, que ce soit que l'État intervienne. Alors, pas qu'il intervienne en finançant la totalité, mais qu'il apporte des solutions de financement et des subventions là où c'est nécessaire. Et on voit bien que jusqu'à présent, parce que cette problématique de la rénovation du parc ancien, elle n'est pas récente. Ça fait des années qu'on est face à ce problème. Alors, il y a eu pas mal de mesures. On avait travaillé les éco-prêts à taux zéro, on avait travaillé sur les crédits d'impôt, etc. Ça sert, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire. On voit bien qu'il faut qu'il y ait une large campagne. Et moi, je pense qu'on va se trouver à la sortie de la crise avec un besoin de relance économique. On voit bien que les ménages actuellement ne consomment pas. On va avoir besoin d'une politique et d'un plan de relance. Et l'intérêt d'un plan de relance dans la rénovation des bâtiments, c'est qu'on fait travailler des professionnels et des travailleurs français sur le territoire national. Donc, l'investissement que va faire l'État, il va être redistribué auprès des acteurs en France, qui n'est pas la même chose que quand on relance la demande et que ça conduit à des importations. Donc là, on est quand même sur un impact national. Le problème qu'on a principalement, ça va être de savoir comment répartir l'effort que va faire la communauté, que va faire l'État, pour que les ménages les plus précaires et avec le moins de revenus puissent effectivement investir.
Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, on a besoin d'une solidarité entre les différents ménages pour que, effectivement, les plus bas revenus puissent investir. Et là-dessus, je voudrais faire une référence à ce qu'on a appelé la taxe carbone, qui avait fait autant de débats et qui a été, je dirais, ralentie, stoppée même dans sa progression nécessaire au moment de la crise des Gilets jaunes, parce que les gens disaient encore l'État euh, se- prend de l'argent aux ménages, et tout ça pour combler les déficits, ce qui était une partie vraie, puisqu'une très faible partie de cette taxe carbone était redistribuée, alors qu'on voit bien que actuellement, en 2000, l'année dernière, la taxe carbone pour les ménages, c'était à peu près 5 milliards d'euros. Si elle est redistribuée plus particulièrement en direction des ménages à moindre revenu, ça permet à ces ménages d'être gagnants. C'est-à-dire que même s'ils ont une augmentation de leur facture énergétique avant d'avoir pu faire des travaux, ils vont avoir un retour de la part de l'État à travers cette fiscalité plus important que ce qu'ils payent. Et en revanche, effectivement, on n'est peut-être pas obligé d'aider les 10% des ménages les plus riches à une redistribution de cette taxe. Donc, c'est une problématique de politique fiscale. Et je pense qu'au moment de la sortie de la crise, l'État va investir, mais il faut aussi cette solidarité nationale vis-à-vis des plus bas revenus. Cette question de taxe carbone, elle est très importante puisque voilà, elle soulève toujours des débats. Et on a eu la chance à Sciences Po d'avoir un cours justement où on a abordé largement cette thématique. Et ce qu'on oublie voilà, souvent de mentionner avec cette taxe carbone, c'est que son impact il dépend largement aussi de comment est redistribué justement l'argent qui est retiré de cette source. Donc c'est important aussi de le mentionner. Je pense que l'impact d'une politique, ça dépend aussi de ce qui est fait après avec cet argent en fait. Tout à fait. Si on regarde la situation de la taxe carbone, enfin on l'appelle contribution climat, telle qu'elle était en 2018, elle représentait 0,38% donc, du revenu moyen des ménages, du revenu disponible brut moyen des ménages. Mais ça représentait 1% du premier décile, c'est-à-dire de 10% de ménages aux plus bas revenus, et seulement 0,2% des ménages du dernier décile, du 10e décile, les plus riches. Donc on voit bien qu'elle était quelque part injuste, ou tout au moins non équitable. Donc la redistribution, elle n'était pas redistribuée. Donc c'était une charge de 0,2% pour les plus riches et de 1% pour les plus pauvres. Donc on voit bien qu'il y a un problème et qu'il faut arriver à la redistribuer pour favoriser les investissements d'économie d'énergie et pour qu'elles soient acceptables. Je vous remercie. Je vous propose de continuer un peu sur cette idée d'investissement de la part des ménages. Récemment, il y a le Conseil supérieur de l'énergie, le CSE, qui a lancé un projet d'extension du périmètre de l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est d'avoir par exemple un panneau solaire sur son toit et de pouvoir utiliser cette énergie ou la relancer dans le système, dans les grids, comme on appelle ça, pour le monde rural. Donc à la base, c'était surtout pour les agglomérations ou les métropoles. On veut justement permettre donc aux ménages qui seraient dans des périphéries un peu plus éloignées d'y avoir accès, dans un contexte où l'on comprend en quelque sorte l'importance d'une production d'énergie qui soit décentralisée. Est-ce que vous pensez que ce modèle il est vraiment sérieux? Est-ce qu'il est généralisable à l'ensemble de la France? Alors, il faut bien voir, l'autoconsommation, c'est une évolution de ce qu'on appelait les tarifs d'achat du photovoltaïque, qui existaient avant déjà et qui permettaient à n'importe quel ménage qui s'équipait de photovoltaïque, effectivement, de revendre son électricité au réseau électrique à un tarif qui était avantageux et qui lui permettait d'amortir cet investissement. Ça a très bien marché. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a plus de 200, actuellement on doit être plus que 250 000 producteurs d'électricité indépendants en France. En général, quand on dit qui produit de l'électricité, on dit bah, il y a EDF, voilà. Là, on est à plus de 250 000 producteurs d'électricité. Et ça avant l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation, donc ça permettait de développer le photovoltaïque. Et comme le tarif était intéressant, il est récupéré à travers ce qu'on appelle la CSPE sur les factures d'électricité. Ça a permis au photovoltaïque de se développer. Mais maintenant, on voit que c'est de plus en plus compétitif et donc cet avantage, il va se réduire. Pour autant, on va racheter l'électricité, mais à un tarif moindre que ce qu'on le rachetait avant. L'autoconsommation, elle permet justement d'aller dans cette direction en disant, ben, c'est bien que vous investissiez en panneaux photovoltaïques,
mais ça serait bien que plutôt que de tout revendre au réseau, et ce qui représente une charge quelque part financière, hein, puisqu'il faut vous dédommager pour ça, que vous utilisiez cette énergie d'abord pour auto-consommer vous-même une partie. Et donc, c'est une incitation à auto-consommer, c'est-à-dire pas seulement je mets des panneaux photovoltaïques sur mon toit, je revends tout à, à, au réseau électrique, de dire plutôt, je vais en consommer une partie, la plus grande partie. Donc l'autoconsommation, c'est de dire, par exemple, et ça visait au départ moins les ménages que, par exemple, le tertiaire ou les entreprises qui ont des consommations dans la journée. Parce que le problème du ménage, c'est que lui, il va produire son électricité dans la journée, mais il va surtout la consommer le soir. Donc, ce n'est pas forcément en adéquation. Donc, l'autoconsommation, c'est une incitation financière avec une prime qui te dit, si non seulement on vous en rachète, mais celle que vous consommez, on vous donne une prime pour ce que vous consommez. Alors, on voit ça, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant, qui marche, qui se développe. Ça peut être dans le monde rural, parce que c'est là où il y a le plus de capacité de mettre sur le toit des maisons du photovoltaïque. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans ce qui s'est passé ces dernières années, et je pense et j'espère que ça va se développer, c'est ce qu'on appelle les investissements citoyens sur les énergies renouvelables. Et ça, c'est des initiatives où, au niveau d'une commune, une petite agglomération, on a par exemple la collectivité qui souhaite investir sur une petite centrale solaire, par exemple, une petite centrale éolienne, donc un projet solaire ou éolien, et qui va proposer aux citoyens, aux ménages qui habitent sur cette commune, d'être co-investisseurs et eux-mêmes de mettre une partie de leur argent dans ce projet et qui va leur rapporter par la suite effectivement des revenus parce qu'ils auront vendu l'électricité. Et ça s'est développé, ça a été développé par plusieurs régions qui apportent des financements. L'idée est de donner aussi, la loi a permis aux ménages qui investissaient d'avoir un retour sur investissement plus important. Ça se développe, c'est ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. Il y a des associations qui aident. Et ça, c'est important parce que ça aide à l'acceptabilité et ça aide à faire en sorte que les projets sont des projets décidés collectivement et non pas parce que vous savez que sur les énergies renouvelables, il y a eu des critiques sur des investisseurs qui achetaient un terrain et installaient d'énormes quantités de photovoltaïques sur des terrains à destination agricole. Et donc, il y avait un conflit d'usage qui était très mal perçu. Là, ça permet de faire que les énergies renouvelables se déploient en harmonie avec la politique du territoire. Et je pense que c'est de là que viendra la transition. Justement, sur cette question d'acceptabilité des énergies renouvelables, l'ADEME a posté donc un rapport sur justement ce rapport entre citoyens et éoliens, par exemple. Et on a pu voir que majoritairement, ceux qui s'opposaient à la mise en place d'éoliennes, ce n'étaient pas les personnes qui allaient être concernées par leur mise en place, c'était surtout des personnes qui vivent en ville, alors qu'il n'y a pas de possibilité de mettre des éoliennes en ville jusqu'à présent. Donc il y a un peu aussi ce manque d'observation de ce qui est acceptable pour les citoyens et de les inclure avec ce genre de projet participatif. Je pense que c'est une excellente idée. Oui, je pense que c'est important, effectivement, parce qu'on voit bien, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des projets, il ne faut pas se cacher la face non plus, il y a des projets éoliens qui ont pu être faits n'importe comment. Mais pour autant, en grande majorité, les gens qui habitent près des champs éoliens sont, et je dis bien en grande majorité, satisfaits parce que ça participe aussi à une dynamique du territoire. C'est quand même clair. Je vous remercie. On va continuer sur les énergies renouvelables. Vous avez mentionné que vous travaillez actuellement sur un projet en Afrique. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire actuelle, elle va affecter en quelque sorte les énergies renouvelables et leur développement sur ce territoire et sur ce continent surtout? Alors, c'est une grande question. Alors, je ne veux absolument pas pouvoir vous répondre sur l'impact du Covid-19 sur l'Afrique. Actuellement, bon, j'ouvre les journaux comme tout le monde. Je lis que l'Afrique est pour l'instant relativement peu impactée. Pour autant, des inquiétudes énormes existent face aux capacités des infrastructures sanitaires en Afrique. Déjà, quand on voit comment notre pays pourtant supposé développer était peu préparé au niveau des équipements, des respirateurs, etc., des lits d'hôpitaux à faire face à cette crise, on imagine ce que ça peut être dans des pays africains. Donc, une grande inquiétude par rapport à ça. Par rapport à ce projet sur lequel nous avons commencé à travailler avant la problématique de la crise, l'idée est effectivement d'établir une coopération entre l'Europe et l'Afrique
Il y a de nombreuses coopérations. C'est un continent très proche et qui est historiquement proche pour la France aussi, bien évidemment. Et pour moi, ce qui s'est passé sur les énergies renouvelables qu'on voit en France, avec cette baisse considérable des prix des énergies renouvelables, et là, je voudrais juste revenir dessus. Pourquoi les énergies renouvelables ont vu une telle baisse de prix? C'est lié à la quantité, à la taille des usines qui ont été installées. C'est-à-dire que une usine qui fabriquait quelques mégawatts de photovoltaïque, elle ne pouvait pas les fabriquer à des prix très bas. Et ça, c'est les Chinois qui l'ont fait. Ils ont créé des usines gigantesques et les prix ont chuté énormément en 10 ans. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on est avec des énergies renouvelables qui avant étaient très coûteuses. Donc, en Afrique, c'était de temps en temps des solutions quand il y avait des subventions énormes de grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, comme des banques de développement, qui peuvent les apporter, mais ça concernait finalement que de très petites solutions. On se trouve maintenant avec des solutions, avec le photovoltaïque notamment, qui commencent à devenir très compétitives par rapport à des petits générateurs diesel et surtout par rapport à l'extension des réseaux. Jusqu'à présent, vous avez encore des pays africains qui disent pas de problème, d'ici 2030, mon réseau national, comme nous on le connaît en France, qui couvre tout le territoire, mon réseau national qui couvre 10, 20, 30% du territoire, il va couvrir 100%. On sait bien que ce n'est pas possible. On sait bien qu'on n'a pas les moyens et qu'économiquement, ce ne serait pas rentable d'aller couvrir des lignes sur des kilomètres alors que les besoins sont très dispersés. Et là, on voit que les énergies renouvelables apportent des solutions au niveau local et permettent. Alors, l'intérêt, ce n'est pas seulement d'apporter de l'électricité pour l'éclairage, pour les premiers besoins essentiels des ménages, mais aussi de créer de la valeur par des activités productives, ce qu'on appelle productives, c'est-à-dire de pouvoir avoir la transformation des produits agricoles, de pouvoir avoir le moulage des grains, de pouvoir conserver avec du froid, voire de l'artisanat local, et tout ça peut être accompagné par ces énergies renouvelables. Donc l'idée, c'est de se dire c'est une chance pour l'Afrique, effectivement, et la coopération en matière de recherche et d'innovation, parce que même si on a des technologies en Europe, il y a besoin de les adapter, et je dirais que même en Afrique, il y a des solutions qui viendront de l'Afrique elle-même, avec ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux entrepreneurs. Moi, ce qui me frappe en Afrique, c'est effectivement cette jeunesse et la capacité d'innover qui existe dans de nombreux pays africains. Donc ce projet, alors je ne sais pas actuellement aussi l'intérêt d'un tel projet, c'est d'éviter l'exode rural que connaît l'Afrique vers les grandes villes parce que c'était le seul endroit où il y avait du travail. Si on arrive à créer ces activités locales, on peut effectivement espérer que le développement économique se fera dans les campagnes et pas seulement dans les villes, et donc éviter l'exode rural et éviter aussi les grandes migrations internationales qu'on connaît. Et sur ce genre de projet, on a pu le voir, il y a beaucoup d'agences de développement, notamment l'AFD avec Proparco, Oui. l'agence de développement allemande, etc., qui sont impliquées dans des projets d'énergie renouvelable en Afrique. Avec la situation actuelle, est-ce que ça ne va pas freiner un peu cet engouement et cet intérêt? Alors, c'est certain, mais là, vous me posez une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Encore une fois, on est face à une telle incertitude sur ce qui va se passer en Afrique dans les semaines et les mois à venir qu'on ne peut pas répondre. Actuellement, on voit qu'il y a eu des cas au Sénégal. Mais quand on regarde effectivement des grandes métropoles, alors ce n'est pas qu'en Afrique, hein, c'est aussi comme on l'a vu en Inde, mais quand on voit des grandes métropoles comme Lagos, comme le Caire, on peut difficilement imaginer comment, si le virus se développe dans ces villes, comment est-ce que l'appareil sanitaire local va pouvoir faire face à ces défis. Et là, effectivement, c'est une question qui nous est aussi posée au niveau de la coopération internationale, mais on n'a actuellement évidemment pas la réponse. C'est vrai que même au niveau, mais vous évoquez le virus, mais même dans ce qui est plus récent, enfin un peu avant déjà, les problèmes d'insécurité en Afrique subsaharienne handicapaient de nombreux projets de développement et de coopération avec l'Afrique sur les énergies renouvelables, par exemple. Je connais beaucoup d'acteurs, d'entreprises qui étaient installés, qui travaillaient sur les renouvelables au Mali, au Niger, et qui, pour les problèmes d'insécurité, ont dû se replier. Donc, on voit bien que c'est très, très instable encore.
Très bien, je vous remercie en tout cas pour ces réponses. On va maintenant passer aux questions des participants. Donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez un onglet questions-réponses juste en bas qui vous permet de poser vos questions et ensuite de voter pour celles que vous trouvez les plus pertinentes. Donc on va commencer par une question d'Elias Lutti, une question concernant la demande énergétique et l'effet rebond. L'effet rebond est pris en compte par les responsables politiques au niveau national européen ou pas du tout, car ils semblent tout miser sur l'efficacité énergétique pour baisser la demande. Est-ce que cet effet rebond il a été pris en compte dans les plans actuels? Alors, oui, l'effet rebond, pour préciser pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept, cette idée de l'effet rebond, c'est-à-dire que si effectivement vous arrivez à utiliser, par exemple, une lampe qui va consommer moins d'énergie, vous pouvez vous dire, bah, ce n'est pas la peine de l'éteindre, je vais la laisser allumer. C'est un premier, ce qu'on appelle effet rebond, c'est-à-dire que finalement, tout ce que vous avez gagné, alors vous n'allez peut-être pas tout reperdre, mais vous allez en perdre une partie parce que vous allez l'utiliser davantage, parce que ça va moins coûter, effectivement, parce que vous aurez amélioré son efficacité. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, effectivement, où l'effet rebond, on l'évalue. Alors, il y a eu des évaluations sur la quantité de l'effet rebond, effectivement. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 80%? Il y a eu pas mal de travaux là-dessus au niveau international. C'est effectivement pris en compte. Pour autant, in fine, ce qui va compter, c'est le revenu finalement, ma consommation, mon revenu et la consommation que va me permettre ce revenu, vers quel type d'activité va-t-elle être dirigée? Donc, on peut, si vous voulez, si on le prend au niveau unitaire, on peut se dire effectivement, je change une lampe à incandescence par une lampe à économie d'énergie ou une lampe LED, je gagne 30% d'énergie, je vais avoir un effet rebond de temps. Donc ça, c'est une première approche. Une autre approche, c'est effectivement de dire, voilà, j'ai un revenu de tant d'euros par jour, par mois, par an, il va aller dans telle direction et je fais un scénario pour comparer, effectivement. Donc l'objectif, je crois, in fine, ça va être de diriger tous nos achats, nos, nos investissements vers ce qui est le plus efficace. Si je prends un exemple, la consommation de produits locaux, actuellement on consomme beaucoup de produits qui sont importés. Si effectivement je consomme plus de produits locaux et que je mets à disposition des ménages plus de produits qui sont alimentaires, notamment produits sur le territoire national, je vais réduire mon impact énergétique et d'émissions de CO2 parce que je vais moins importer de produits qui viennent de loin. Pour autant, est-ce que je vais consommer plus de pommes de terre, plus de tomates nationales que je n'aurais consommé qui viennent d'ailleurs? Ce n'est pas évident non plus. Donc, alors, je vais avoir un revenu. Est-ce que finalement, ce revenu, je vais l'investir dans quel type d'activité? Vous voyez, pour sortir de cette problématique de l'effet rebond, de toute façon, c'est pas de dire, bah, il y a un effet rebond, donc je ne fais rien. Il y a un effet rebond, certes, je prends ce qui est le plus efficace, et puis globalement, je mesure quel est l'impact. Et c'est là qu'on a, par exemple, un bilan carbone global de ma consommation. Très bien, je vous remercie. Désormais, une question de Jean-Philippe Saint-Jean. Il y a beaucoup de conférenciers, de spécialistes qui misent un peu tout justement sur le tout renouvelable. Il y en a d'autres qui sont absolument contre, dont Monsieur Jean-Marc Jancovici. Est-ce que vous pensez que c'est possible de passer au tout renouvelable ou est-ce que le nucléaire sera toujours nécessaire, par exemple? Alors, c'est vrai qu'avec Jean-Marc, on a souvent un différent sur le rôle des énergies et la possibilité de développement des énergies renouvelables. Euh, Moi, je dois dire, j'étais beaucoup plus, il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus sceptique sur le rôle que pouvaient avoir les énergies renouvelables et je pensais que seule l'efficacité énergétique, enfin que l'efficacité énergétique était la première, et c'est toujours la première priorité. Certes, c'est la première priorité. Pour autant, je vois, et là je crois que je serai tout à fait en phase avec Jean-Marc, on voit bien que si on continue à avoir une certaine croissance économique, même s'il faut la réorienter, on va avoir besoin d'énergie. Et on aura besoin effectivement, alors d'un côté de réduire notre consommation d'énergie, mais on aura quand même besoin d'énergie, il faut que cette énergie ne soit pas carbonée pour qu'on arrive à avoir cette neutralité carbone en 2050. La baisse vraiment phénoménale des prix des énergies renouvelables depuis 10 ans
est quelque chose qui a changé complètement la donne de mon point de vue, notamment pour la production d'électricité. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, le prix des éoliennes, le prix des panneaux photovoltaïques était encore très, très élevé. Maintenant, on est descendu très, très bas. On va donc avoir une pénétration pour les énergies renouvelables. Donc, il y a le nucléaire de son côté. Le nucléaire a peut-être des avantages. L'avantage, notamment, c'est de produire toute la journée, toute l'année au même niveau. Les énergies renouvelables, alors je parle là des énergies variables, qu'on appelle variables comme le solaire et l'éolien, qui ne produisent pas tout le temps la même quantité au fil de l'année, ont effectivement cet avantage d'être décentralisés, d'être moins coûteux de plus en plus, et de plus en plus moins coûteux que le nucléaire, et l'inconvénient, effectivement, de ne pas être disponible tout le temps. Donc, par rapport à ça, il y a des options, et c'est ce qu'à l'ADEME on a travaillé, puisqu'on a sorti, alors je ne sais pas si notre interlocuteur est au courant, mais des scénarios 100% renouvelables sur la production d'électricité en France, où on voit que techniquement, et on a essayé de le montrer même économiquement, avec la baisse des prix des renouvelables actuels, et pas seulement celle à venir encore, on peut effectivement envisager d'avoir une couverture, alors 100%, il ne faut pas être dogmatique, mais d'avoir une couverture très très importante de la production d'électricité à partir des renouvelables. Il faut bien voir aussi que le stockage, puisque un des problèmes qui va se poser, ça va être de stocker cette énergie. Les stockages les technologies de stockage ont des coûts qui baissent aussi de plus en plus. Il n'y a pas que le stockage électrochimique sous forme de batterie, on peut stocker dans des réservoirs, ça fait une partie de la solution. Et puis on peut aussi déplacer nos usages. Donc, ce qu'on a essayé de montrer, c'est de montrer que c'était possible d'aller sur des taux, alors je ne vais peut-être pas parler de 100%, mais d'aller sur des taux qui sont de l'ordre de 90%, et que c'est économiquement faisable. Alors là-dessus, effectivement, on peut avoir des divergences entre les différents experts, mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas de regarder seulement ce qui se passe actuellement, parce que ce coût, il a baissé, mais ce qui va se passer dans le futur, et qu'est-ce qui sera le plus raisonnable, le plus facile aussi comme trajectoire? Est-ce que c'est d'investir dans des solutions très centralisées, avec des délais de mise en œuvre très longs, avec des risques financiers très importants, ou est-ce que c'est effectivement plutôt dans des choses plus accessibles au niveau des territoires? Et on voit bien que les dynamiques, quand vous regardez ce qui se passe en France dans les différentes régions, les décideurs politiques locaux, ils misent effectivement sur ces énergies renouvelables parce qu'ils savent que c'est une attente des citoyens, ils savent qu'ils peuvent eux-mêmes investir à ces niveaux-là, alors qu'ils ne pourront pas investir au niveau du nucléaire. Je vous remercie. Désormais, une question de M. Bosque. Il y a des politiques publiques en France qui sont assez ambitieuses. Il mentionne notamment RT 2012, RE 2020. Au-delà de les fixer, ces politiques ambitieuses, comment faire en sorte qu'elles soient respectées et que les objectifs et promesses soient tenus? Alors, effectivement, les politiques, les RT 2012, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une réglementation que l'État met en œuvre, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, vous construisez une maison, vous devez respecter certaines dispositions techniques de la maison. Il faut qu'elle soit isolée, il faut que la partie de vitrage par rapport à la partie opaque qui est plus facilement isolable soit, etc. Un certain nombre de conditions techniques pour que votre maison, elle ne consomme pas plus d'énergie qu'un certain niveau qui est fixé, par exemple 50 kWh par mètre carré par an. Une fois que c'est édicté, c'est pas pour autant. Alors, vous devez le faire. Vous devez le faire. Vous prenez un architecte, ou vous ne prenez pas d'architecte si c'est une petite maison. Vous faites les travaux. Vous déposez effectivement ce permis qui décrit ce que vous allez faire. Après, le problème, c'est le contrôle de la conformité. Et c'est vrai que dans la plupart, en France, mais ce n'est pas que en France, je me souviens des travaux de l'Agence internationale de l'énergie, que le problème de ce qu'on appelle ces réglementations, c'est elles ne sont crédibles que dans la mesure où l'État est à même d'envoyer des personnes pour vérifier. Et envoyer des personnes pour vérifier dans un bâtiment qui est construit, vous voyez bien que ce n'est pas facile d'aller mesurer l'épaisseur de l'isolant qui est derrière la peinture et derrière les revêtements des murs, etc. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que la réglementation thermique dans le neuf, et là je parle bien dans le neuf parce que cette réglementation thermique, on ne peut pas l'appliquer sur de l'existant. On ne peut pas dire à tous les ménages français, il faut que vous ayez isolé votre maison dans 2 mois, dans 1 an. Donc,
Pour autant, ce qui s'est passé, c'est que les contrôles, les enquêtes qui ont pu être faites montrent qu'il y a quand même une relativement bonne conformité, relativement bonne, et que ce qui s'est passé surtout, c'est que les professionnels du bâtiment ont petit à petit intégré ces exigences. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les fabricants d'isolants, ils ont mis sur le marché des isolants qui correspondaient. Les fabricants de vitrage, ils ont développé des fenêtres à économie d'énergie. Et donc, petit à petit, toute la profession s'est mise à niveau. Et donc, ça, c'est important et que ça sert même pour la réhabilitation, cette réglementation thermique dans le neuf, parce que les composants eux-mêmes sont maintenant disponibles sur le marché. Donc, pour ce qui est des réglementations thermiques dans le neuf, encore une fois, je suis plutôt confiant. Là où la difficulté, c'est quand il va falloir passer, et dans la rénovation, quand il va falloir passer à des obligations de rénovation. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, et d'ailleurs c'est en discussion, on l'évoquait tout à l'heure sur la Convention climat, l'idée c'est de dire on ne pourra plus louer ou vendre un bien, une maison, dont les performances énergétiques sont trop basses. Et vous savez que dans l'étiquette énergie des logements, ce sont les classes F et G qui sont en bas, les plus mauvaises. Une des idées de la Convention climat et qu'il faudra arriver à faire passer à un moment ou à un autre, c'est de dire, si vous avez un logement en F ou G, il faut que vous fassiez de la réhabilitation avant de le vendre ou avant de le louer. Et ça, on voit bien que ça pose quand même des problèmes aussi parce que vous avez des propriétaires qui sont à bas revenus, qui ont des revenus de location, etc. Ça pose des problèmes, mais on voit bien qu'il va falloir y arriver. Alors, avec quelle incitation? C'est peut-être ça aussi qui est le sujet, mais c'est plus difficile effectivement dans de l'existant que dans du neuf. Dans le neuf, les réglementations, on en a eu sur beaucoup de produits qui sont normalisés et où il y a des normes. Je vous remercie. Désormais, une question d'Antoine Sève. Le développement d'hydrogène produit à partir des énergies renouvelables est-il une clé de la transition environnementale, notamment dans le secteur des transports? Alors, c'est une question très, enfin, importante et compliquée. Je pense que oui, c'est une clé, mais je ne suis pas certain que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit la clé la plus importante. Voilà. J'évoquais tout à l'heure que des énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l'éolien sont des énergies variables. On les produit quand il y a du vent, quand il y a du soleil. On a besoin d'électricité, pas forcément au même moment. Euh, on voit bien qu'une des options, ça va être quand on a un surplus d'électricité, et on voit bien que si on va avoir beaucoup de centrales photovoltaïques, il y a des moments où il y aura un fort ensoleillement et on n'aura pas la demande d'électricité en face. Pareil pour l'éolien. On peut avoir intérêt à stocker cette électricité. Alors, si c'est la stocker pour un jour ou deux, ou 3 jours, on peut la mettre dans des batteries. Ça peut avoir du sens, ça va en avoir à court terme de plus en plus. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans les sites isolés, en Afrique ou ailleurs. Au-delà de quelques jours, les batteries, elles sont trop coûteuses. On ne va pas construire d'énormes batteries, donc c'est trop coûteux. On a les stations de pompage, c'est-à-dire on pompe de l'eau dans des réservoirs, des lacs artificiels en hauteur. C'est une solution, mais les espaces disponibles ne sont pas infinis. Donc, une des options, c'est effectivement de produire de l'hydrogène à partir de l'électricité excédentaire par électrolyse de l'eau. Et cet hydrogène, elle se stocke facilement et de pouvoir utiliser cet hydrogène comme un vecteur énergétique. Donc là, effectivement, soit l'hydrogène, on peut la mettre dans les véhicules à la place de l'essence, avec des piles à combustible, dans des réservoirs. Et c'est effectivement ce qui se passe déjà. À Paris, on a par exemple des taxis à hydrogène qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Technologiquement, on sait le faire, c'est encore coûteux. Mais donc, c'est une option de le mettre. Une deuxième option, c'est que cet hydrogène, on peut l'utiliser dans les réseaux de gaz. On peut la réinjecter et le mélanger avec le gaz. Peut-être à long terme d'avoir des réseaux uniquement d'hydrogène pour avoir du gaz à la maison pour le chauffage, par exemple. Et puis une troisième option, ce serait de stocker cet hydrogène entre l'été et l'hiver, par exemple. Si l'été, on a du photovoltaïque et de l'énergie excédentaire, de l'électricité excédentaire, et en hiver, cet hydrogène, on va la reconvertir en électricité pour les besoins de pointe qu'on aura à ce moment-là. Et je crois que, alors ces trois options font effectivement que l'hydrogène peut être une solution.
On voit actuellement que l'Allemagne est en train de miser politiquement, à ce stade encore, plus politiquement que sur l'hydrogène, comme un des vecteurs du futur. En France, on sort d'un débat idéologique depuis une dizaine d'années entre les fervents de l'hydrogène et les opposés à l'hydrogène. Et on voit que maintenant, de plus en plus, ça peut être une solution et elle va se développer. On a une expérimentation à Fos-sur-Mer, par exemple, un projet Jupiter 1000 que l'ADEME a soutenu, qui vise justement à voir comment est-ce qu'on pourrait faire du stockage intersaisonnier avec de l'hydrogène à partir d'un surplus d'électricité. Je vous remercie. Question à nouveau d'Antoine Sèvres. Compte tenu de la faillite probable de nombreux producteurs de pétrole non conventionnels et compte tenu que le pic de production de pétrole conventionnel en quelque sorte a déjà été atteint et il est derrière nous, pensez-vous qu'une reprise de l'économie comme avant, comme l'État le souhaiterait, est possible actuellement ou pas du tout? Alors, le pétrole non conventionnel, c'est ce qu'on appelait notamment les pétroles de schiste qui sont développés aux États-Unis. En Europe, il y a eu relativement peu de développement. Il y a eu une opposition des populations, souvent parce que ça se faisait par des fracturations du sous-sol dans des conditions environnementales qui étaient très contestables. Et donc, en France notamment, il y a eu une loi contre, alors pas seulement le pétrole, parce que en France, ce n'est pas tellement le pétrole, mais les gaz de schiste pour les récupérer. Donc, en fait, ces énergies sont disponibles dans le sous-sol, mais je dirais il vaut mieux qu'elles restent dans le sous-sol. Ce gaz de schiste, ce pétrole de schiste, aux États-Unis, au Canada, ça n'a pas été la position qui a été prise. Et effectivement, on a vu ces énergies non conventionnelles, de pétrole non conventionnel se développer. Elles ont pu atteindre des niveaux de compétitivité relativement satisfaisantes, sauf que avec ce qui vient de se passer, elles ne sont plus du tout compétitives parce qu'elles coûtent quand même beaucoup plus cher que le pétrole d'Arabie Saoudite, par exemple. Et donc, actuellement, tous les producteurs américains, et c'est pour ça que Trump est intervenu auprès de l'Arabie Saoudite et de la Russie pour essayer de faire en sorte que les prix ne baissent pas trop. Donc, on se trouve devant effectivement un surplus, et je crois qu'actuellement, on est et on sera durablement avec un surplus d'offres de pétrole et de gaz pour de nombreuses années. L'idée d'un pic pétrolier qui engendrerait une diminution du pétrole, je ne le vois pas actuellement. Je ne le vois pas actuellement parce qu'on est effectivement avec, même s'il y a une croissance des besoins des pays en développement, on est quand même face à des quantités de pétrole et de gaz qui sont gigantesques et qu'on ne pourra pas, je l'espère, sortir du sous-sol. Sinon, c'en est fini de l'objectif de 2 degrés ou même de 5 degrés. Si effectivement on voulait atteindre ce pic pétrolier lié à un déficit d'offres, je pense qu'on serait amené à sortir trop de pétrole de la Terre et trop de carbone. Merci. Désormais, une question d'Audrey Nowinski. Selon vous, l'État peut-il et veut-il orienter les aides de soutien à l'activité et ou à l'innovation vers des entreprises telles que les PME et ETI, discriminant ainsi les grandes entreprises généralement bénéficiaires de la majorité de ces aides, ou est-ce que c'est contraire aux lois de la concurrence? C'est une question. Alors, je pense que l'État veut soutenir, tous les États européens et autres, et la France notamment, veut soutenir l'innovation portée par ces entreprises. Ce qui est normal, de toute façon, ce sont elles qui créent ces innovations. Alors, pas seulement, ça peut être aussi d'autres structures, des entreprises sociales et solidaires, y compris les citoyens qui créent l'innovation. Mais bon, c'est un autre débat. Est-ce que plutôt les PME et les PMI ou les ETI que les grands groupes? Quand j'étais à l'ADEME, j'étais quand même pendant plusieurs années effectivement responsable de grands programmes de soutien à l'innovation dans le domaine des technologies bas carbone, disons, des technologies environnementales. Et effectivement, c'est une problématique importante où on voit qu'on a des PME et des PMI qui ont souvent des projets très intéressants, très risqués, avec la difficulté d'accompagner ces entreprises parce que vous voyez bien que si on leur apporte des aides, il faut qu'elles, de leur côté, elles puissent aussi mettre ce qu'on appelle des fonds propres, des capitaux. Et je dois dire qu'on a été toujours confronté à cette difficulté où vous avez en face de vous une entreprise qui porte un projet ambitieux,
qui a des fonds propres relativement faibles, vous ne pouvez pas l'aider au-delà de, mettons, 50%, et vous dites, bah, cette entreprise, elle ne pourra pas mettre les autres 50%. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus ambitieux vis-à-vis de l'aide à apporter aux PME? Moi, je pense que oui. Et vous avez de l'autre côté des grands groupes qui sont innovants. Parfois, il y a des critiques sur l'innovation des grands groupes. Moi, je pense qu'on a en France des grands groupes dans les domaines des transports, dans le domaine des grandes entreprises de l'énergie qui ont des capacités d'innovation très fortes. Après, ce qui peut se passer, et ce qu'on voit, c'est la difficulté à être certain, et là je parle de très grands groupes, d'être certain que ces groupes, une fois qu'ils auront réalisé leur projet de recherche et d'innovation, et qu'ils ont réussi, et que la technologie sera disponible, est-ce qu'ils vont investir pour la produire en France ou dans un autre pays? Et ça, c'est une difficulté à laquelle sont confrontés tous les États, tous les gouvernements. C'est-à-dire comment je peux m'assurer, et on ne peut pas s'en assurer, comment je peux m'assurer que si j'aide tel grand groupe, qu'après, il va investir sur le territoire national et créer des emplois sur le territoire national? Ça, c'est une difficulté très importante. La PME, vous pensez qu'elle a moins de chances de partir à l'étranger, même si ça peut arriver? Je vous remercie. Pour conclure, est-ce que vous auriez une lecture, un film, un documentaire ou même un podcast à conseiller aux personnes qui regardent? Alors, je vous ai envoyé quelques éléments surtout de lecture, mais après, je me suis dit, bah, un film, oui, il y en a un qui me semble important, mais je pense que vous l'avez tous vu, c'est le film Demain de Cyril Dion. Bon, alors, de mon point de vue, il peut paraître un petit peu, comment dire, je vais presque dire naïf un petit peu, parce qu'il montre des choses bon, pour moi, que je connaissais, qu'on voit, mais il est tellement enthousiasmant, et surtout en cette période difficile, hein, de voir, ben oui, il y a quand même des choses qui se passent et qui peuvent se passer sur le territoire national, et qui peuvent se passer. Je pense qu'on est dans une telle incertitude. Moi, j'évoquais avec vous aussi des réflexions qu'on avait sur la prospective. À l'ADEME, avant que je quitte l'ADEME, on prépare des nouveaux exercices de prospective à 2050. Et l'expérience me disait, mais il faut être beaucoup plus ambitieux, alors au niveau d'ouvrir le champ des possibles, que ce qu'on l'avait été par le passé. Il faut pouvoir imaginer beaucoup de choses. On n'a évidemment pas imaginé qu'il se passerait ce qui s'est passé au niveau de la crise du Covid. Mais je pense que, justement, compte tenu de ce qui s'est passé, je pense qu'il faut être très, très ambitieux. Alors, on ne sait pas ce que sera demain, mais il faut pouvoir se dire, le possible est très, très important, très, très large. Et tous les signaux faibles, qui sont encore des signaux faibles qu'on voit sur le télétravail, tout ça, est-ce que ce n'est pas en mesure d'apporter des solutions pour demain? Et je pense que oui. Une belle conclusion en tout cas qui dénote un positivisme qui est assez ambiant chez vous, donc je vous remercie pour ça. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce quatrième épisode. J'espère qu'il aura permis en tout cas aux participants de mieux comprendre l'impact du coronavirus sur les politiques énergétiques. Je vous remercie, Merci. Monsieur Moisan, d'avoir bien participé à cet échange et surtout d'avoir contribué au monde d'après. Je remercie également les participants qui posent toujours des questions très pertinentes. Et puis on va se retrouver demain avec Sébastien Abyss, qui est directeur du club Déméter, qui est également chercheur associé à l'IRIS et qui travaille sur le secteur de l'agriculture et sur le domaine de l'alimentation. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis une bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Merci.